Bonjour, bonjour aventuriers et aventurières de bord de ciel. Ça y est, je vous livre mon avis sur Skyrim, le jeu d'aventure, après avoir joué plusieurs heures, surtout après avoir fini la première campagne des deux qui sont disponibles dans cette boîte de base, et surtout pour vous en dire du bien. Ben voilà, comme d'habitude, en début de vidéo de mon avis, je vous dis ce que j'en pense. Bah, il est bien sûr qu'il est bien. Enfin, bien sûr, non. Il n'y avait rien de sûr à la base, puisque nous partons sur une adaptation de licence de jeux vidéo. Et bien souvent, c'est casse-gueule. C'est vraiment casse-gueule, on va y revenir. J'ai en tête Resident Evil, par exemple, que j'avais acheté, qui, en jeu de plateau, est aussi une adaptation du jeu vidéo Resident Evil et qui ne m'avait pas plu. Je m'étais ennuyé. Il y avait beaucoup de points sur lesquels j'avais pas adhéré à Resident Evil. Je l'ai pas gardé d'ailleurs. Je l'avais revendu assez rapidement. Et Skyrim, on est tout de suite sur un achat compulsif direct. J'ai vu qu'il sortait en VF au prix de 120 € quand même, selon les boutiques. Donc ça va aller de 120 à, ça peut taper jusqu'à un 140, hein, je pense. Mais achat compulsif, je connaissais la licence Skyrim, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Donc, pour ma ludothèque, j'avais dit, bah ouais, il me le faut. C'est vraiment basique. Et quitte à perdre 120 € si ça ne me plaît pas, avec toujours cette possibilité de revente derrière, mais ça fait un peu chier quand même. Mais j'avais plutôt confiance après avoir vu quelques vidéos de présentation. J'avais en tête, comme c'est très souvent le cas maintenant quand je m'intéresse à un jeu, ce que j'avais en tête, c'est de modifier deux points de règle qui, d'entrée, ne me plaisaient pas. Chose que j'ai faite et ça s'est mis à plutôt bien tourner. Pour le coup, comme j'aime à le dire, ça devient mon exemplaire. Euh, alors la VF, pour l'instant, on n'a que la boîte de base. Il y a deux extensions en anglais. Elles n'ont pas encore été traduites. Si ça se fait, il y a de fortes chances que je prenne, mais attention, on ne s'avance pas trop là-dessus, parce qu'il y a tellement de sorties, tellement de choses qui nous intéressent, qu'au final, le peut-être j'achèterai pour prolonger l'aventure, non, honnêtement, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, je les ai intégrés, les noms de ces deux extensions, dans la liste de souhaits, au cas où, sait-on jamais. Alors, on y va pour le matériel en général, mon capitaine. Eh bien, il est top, hein. Vraiment, il est top. Alors déjà, on commence. Comment on va faire? On fait une revue, tout bêtement, hein, du matériel. Le plus grand élément de ce matériel est composé par le plateau. Là, je n'ai pas déployé le dernier pan, donc on a un, 2, 3, 4. 4 plateaux en largeur sur 2 en hauteur. C'est vrai que c'est énorme, mais c'est bien foutu par rapport à tout ce que l'on va pouvoir poser dessus, et il est clair. Sauf une chose, dans les points dommages, je vous le redirai, mais sinon, dans l'ensemble, vraiment, il est clair. Les symboles, on retrouve, heureusement, ceux que l'on a connus dans le jeu vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu vidéo, bah, à la limite, c'est comme n'importe quel autre jeu, hein. Il faut se les mettre en tête. Donc, rien de bien méchant. Les cartes, ça m'a percuté parce que les cartes, elles sont vraiment très chouettes. C'est, c'est sur l'ensemble du choix graphique en fait qui a été fait. Alors, vous voyez, ça, ce sont les cartes de rencontre en forteresse. On n'a aucun dessin dessus, mais l'agencement est bien foutu. La lecture aussi se fait très facilement.
Il faut pas 15 plombes pour se les mettre en tête. Elles sont chouettes. Les cartes de nos ennemis, là par contre, on a un visuel. Elles sont claires. Vraiment, elles sont très claires, même avec leur aspect sombre, ce qui est quand même paradoxal. Et puis, on a toutes les cartes qui vont concerner nos héros. Alors, j'ai laissé en place bah, la fin de ma partie avec notre nordique. Et on voit que les cartes du matériel, bah, c'est pareil, tout de suite, ça m'a parlé. Alors, ce sont des visuels repris du jeu directement. Moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas, ça reste propre. On a un fond noir, d'accord, mais tout le reste ressort vachement bien. Il n'y a pas, il a pas d'ambiguïté comme ça quand on les balaye. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Et puis sur le reste du matériel, on a les dés, par exemple. Tiens, je les ai sous les yeux. Les dés avec les symboles, bien pensés parce que, en fonction des tests que l'on va nous demander, il va falloir obtenir différents symboles, voire même, alors j'allais dire des combinaisons, non, ce ne sont jamais des combinaisons. Ce sera forcément toujours les mêmes symboles pour réussir un seul test. Et la proportion de possibilités pour réussir un test est bien pensée. J'ai rarement échoué, ça m'est arrivé, ce qui est plutôt plaisant pour le coup. Et sur l'ensemble de toutes mes parties, que ce soit en test, solo, hors caméra, ou ce que je vous ai présenté via les vidéos, il ne me semble pas avoir eu un taux d'échec monumental. Donc les dés sont bien, puis alors ils sont relativement gros, ça c'est cool. Qu'est-ce que nous avons sinon en matériel? Les dés, les cartes aides de jeu, elles sont heureusement disponibles. Je vois pas un jeu maintenant qui sortirait sans des cartes d'aide comme ça, que l'on peut se passer. Alors elles sont en plusieurs exemplaires, hein, puisque c'est jouable jusqu'à 4 personnes, 4 joueurs, et elles font partie des cartes qui sont bien foutues, dans le sens où elles reprennent clairement, explicitement, tous les points d'un déroulement de tour pour aller au marché, les améliorations, les enchantements, ce qui se passe dans les forteresses, les actions de tour par joueur, et puis les combats. Elles sont super bien pensées, et ça fait plaisir parce que, si je le souligne, c'est que bien souvent, je suis obligé de faire un mémo qui reprend les aides de jeu pour les compléter, parce qu'il va manquer des points qui sont assez importants quand même. Là, pour le coup, elles sont vraiment bien fichues. Les figurines, pour continuer avec le matériel. Alors, avant ça, on va aller voir un des étages de la boîte de base. Et dans cet étage, nous avons la boîte de rangement pions et petites cartes. Eh ben, c'est bien fichu. Tout tient, c'est propre, bien rangé, donc nickel. Ah tiens, tant que je suis sur le matériel, un petit bémol sur la petitesse des jetons. Tous les jetons qui vont symboliser ou bien les matériaux que l'on peut acquérir, ou bien les points d'expérience et les pièces, c'est un petit peu petit, mais en même temps, c'est fait pour aller loger dans nos emplacements sur notre plateau personnage. Au passage, d'ailleurs, les plateaux personnages sont vraiment, vraiment bien, hein. Double épaisseur, ça permet d'y loger les cubes pour la progression, il n'y a rien qui se balade. L'emplacement pour les compétences, là, ça c'est vachement bien aussi. Donc, plateau perso, on est bon. Donc, le petit bémol sur justement les petits pions, trop petits. Sinon, le reste, ça va. C'est quand même pas mal. Deux, trois autres points là qui me reviennent, mais je les ai notés un peu plus bas, donc on verra ça. Et puis, dans la boîte elle-même, chose que nous trouvons et qui est bien pensée, c'est l'ensemble du reste. Et c'est quoi le reste?
Eh bien, ça va être notamment les boîtes de sauvegarde, les 5 boîtes de sauvegarde, une par joueur, plus une pour sauvegarder le plateau de jeu si vous devez vous arrêter en cours de partie. Le sabot des cartes histoire, ça j'aime beaucoup. Alors, les auteurs ont différents moyens de nous faire des narrations et une progression au cours des scénarios. Pour vivre nos aventures, le choix a été fait ici sur un système de cartes numérotées. Et au fur et à mesure que l'on va passer les cartes, donc que l'on va progresser dans nos différentes quêtes, on va aller chercher une autre carte, une autre carte et une autre. Un des autres moyens que l'on connaît classiquement, c'est lorsque l'on a un livret de scénario qui va être chapitré avec des paragraphes, ou bien encore par le biais d'une application. Moi, ce que j'aime bien d'un jeu à l'autre, c'est de passer d'un format de progression de quête à un autre. Et ben là, c'était les cartes, ça fonctionne super bien. En plus, ils ont prévu les séparateurs. Ce qui est agréable, c'est que je n'ai pas perdu de temps pour aller chercher ou ranger les cartes. En cours de partie, ça reste très très fluide. Donc ça, c'est top. Les figurines, on va y jeter un coup d'œil. Et ça, c'est une boîte en plus. C'est pas con parce que ça permet d'y loger le reste de nos cartes ou de ce que l'on n'a pas su ranger ailleurs. Il y a suffisamment de place. En plus, le design, c'est pas une simple boîte en carton et terminé, hein. Non, non, c'est vraiment designé pour rester dans l'ambiance de Skyrim. Et puis on en vient aux figurines. Ça, c'est un élément quand même assez important de ce genre de jeu, puisque la figurine va nous représenter sur le plateau, dans bord de ciel. Il faut qu'elle soit un minimum impliquante. Et bien là, c'est le cas. On a une figurine pour les 6 races qui sont disponibles. Les postures sont pas dingues, mais elles sont suffisamment parlantes. Alors, vous voyez, hein, je l'avais évoqué, j'ai juste fait même pas un tabletop, hein. C'est vraiment 2 couleurs, basta. Parce que j'étais pas dans une période où j'avais envie de peindre. Même si ce sont des héros, j'ai dérogé à ma règle qui dit que les monstres lambda ont fait 2 coups de peinture, c'est bien suffisant. Les boss et les héros, par contre, on s'applique à faire des détails. Là, j'avais pas envie, je me suis fait violence en disant bon, bah, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Et ben, en fait, ça ne m'a pas choqué. À utiliser comme ça, quand vous voyez votre personnage à 60-80 centimètres sur la table, c'est pas si choquant que ça. Donc, c'est à retenir, mais alors, peut-être Friedrich a utilisé avec parcimonie parce que on frôle la glandouille à outrance là, hein. Un petit peu de respect. En posture, j'aime bien l'orque par exemple. Il est basiquement en attente avec sa hache dans les mains, mais il reste sympa. Et en figurine, bah, ce sera tout. Et oui, on n'a que nos 6 héros qui sont représentés, pas plus, pas moins. Voilà pour l'intégralité du matériel. Qu'est-ce qu'il y a de bien que j'avais noté concernant le matériel? Ah oui, le glossaire des symboles en fin de règle. Livret de règles. Voilà, glossaire des symboles. Ça, c'est pareil, ultra complet. À aucun moment, je me suis dit, en parcourant le livret de règles, ah mince, ah ça, bah tiens, typiquement ça. Ça va être important parce que je l'ai pas dans le rappel des symboles. Non, on a tout. C'est rapide, simple, efficace et ça permet, comme d'hab, d'en faire la photocopie que je plastifie. Ça prend pas beaucoup de place à côté du plateau et pour s'y référer, c'est relativement rapide. Si ce n'est que moi j'ai buggé, mais comme dans le jeu vidéo en fait, hein, avec cette histoire de symboles entre bon, les mines, ça va, c'est encore très reconnaissable. Par contre, la tombe, la ruine, Cité de Dwemer, j'ai toujours eu du mal et c'est toujours pas ancré dans mon petit cerveau d'associer le symbole directement au nom. Bon, c'est pas bien grave. Pour tout le reste, c'est super bien fichu.
Et alors oui, on va pas oublier une chose concernant le matériel quand même, le livret de règles. Ce livret de règles, eh bien, il est pas très épais. Ils l'ont dissocié en deux. D'un côté, le livret de règles lui-même, et puis le livret de scénario. Tête bêche, on va avoir le tutoriel. Et ben, le tutoriel, il est très très bien foutu. Très dirigiste, mais ça c'est pas grave parce que au fur et à mesure que on a fait la découverte avec la mission d'initiation, il y a juste à suivre. Aucune ambiguïté. On fait ci, on fait ça. On peut le relire une seconde fois, le rejouer une seconde fois éventuellement. Il est franchement bien fichu. Ça présente toutes les situations. Et puis après, bah, on va au livret de règles pour vraiment les apprendre. Donc, ça c'est bien fait. Alors maintenant, on va passer à ce que j'ai trouvé de très bon dans ce Skyrim, en commençant par la mécanique générale. Alors, je vous l'ai dit, je me suis jeté sur le jeu comme un mort de faim en disant, bah, c'est Skyrim, bien sûr que ça va être bien. Eh ben oui, mécaniquement, il tourne vraiment bien. Il n'y a pas de temps mort. Alors attention, je ne l'ai fait qu'en solo, mais à 2, 3, 4, pour peu que l'on commence à avoir l'habitude d'y jouer après avoir fait l'initiation et éventuellement une partie blanche comme ça, ça tourne vraiment très très bien. Il n'y a rien de mal pensé, sauf un point auquel j'y ai remédié. Ça, ce sera dans les pas bons. Mais sinon, la mécanique en général, ça tourne du tonnerre de Dieu, hein, comme je le disais, avec cette histoire de sabot de cartes pour faire progresser notre aventure. L'agencement sur le plateau pour aller chercher les différents éléments de jeu. On a les quêtes globales là sur la gauche, et puis, bah, alors là pour le coup on va pas voir, mais quand on déploie complètement le plateau, on a un endroit avec les événements actifs, le tableau des forteresses. En un coup d'œil, vraiment, on sait où on en est, on n'est pas perdu, ce qui fait que ça ne ralentit pas le jeu. Donc toutes les mécaniques sont bien huilées. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que c'est sur ce jeu où j'étais surpris de... Oui, c'est ça, tant que j'y pense. Je crois que c'est au déballage où j'avais fait la réflexion. Ça m'avait fait un plaisir de fou. Dans le paragraphe testeur, mais on en a un sacré paquet. On voit qu'ils n'ont pas glandé. Alors on fait confiance, hein. Je pense pas que ce soit un générateur de noms de perso qui représente tous ces testeurs. On en atteint combien? 40, 50? C'est impressionnant. Et ça, pour moi, c'est bon signe parce que ça veut dire que les auteurs n'ont pas fait un gros foutage de gueule. Je renvoie et je le redis, bah oui, la mauvaise surprise de l'année avec Flyos Games et leur exemplaire VF de merde qu'ils nous avaient fait. Je vous renvoie sur mon avis de Vampire la Mascarade Chapters. Mais là, pour le coup, on a une chier de testeur. Et bah les gars, vous avez super bien bossé. Merci à vous. Un point aussi très très bon. Les combats. Alors les combats, j'allais dire j'en attendais beaucoup. Non, pas forcément. Mais c'est ce qui peut être un point problématique lorsque l'on a les combats dans ce type de jeu. Tout est bien. J'ai vraiment adoré les combats. Sur le côté, on a une ou plusieurs valeurs d'armure de notre ennemi, donc ils n'ont pas de points de vie, ils ont juste une valeur d'armure que l'on doit faire baisser. Encore une fois, la lecture de la carte des ennemis est simple, alors que parfois on se dit oh putain, alors ça c'est quoi déjà? Ah ouais, quand on arrive là, qu'est-ce que quoi? Ah oui, non, là vraiment c'est limpide. Le système de d'action par rapport aux ennemis, pour le coup, c'est avec le dé rouge. C'est bien pensé. Selon la phase que l'on obtient pour le dé de l'ennemi, bah, il va faire telle ou telle action. À nous de nous en débrouiller.
Je précise à ce stade que j'ai simplifié les combats pour vraiment jouer soft, light, avec une mécanique où je me suis dit, bah tiens, je vais lancer tous les dés en même temps, à la fois les dés de l'ennemi et à la fois mes propres dés. Ça a ultra simplifié mes combats à outrance. Ne faites pas ça. Respectez l'ordre des actions de combat, du déroulement, c'est-à-dire que je vais vous retrouver ça. En premier, on doit lancer le dé pour l'ennemi pour connaître quelle action il va opérer. Et ensuite, on choisit notre action. S'il va me faire une visée, moi, ou bien je laisse passer le coup, ou alors je vais essayer de parer, ou alors je vais l'attaquer. Une fois qu'on a choisi notre action, là, on jette les dés. Et ça passe ou ça casse par rapport à ce que l'on devait faire avec notre propre arme. Est-ce que je devais avoir 2 cercles, un triangle ou pas? Alors que moi, j'avais dit, oh, je jette tout en même temps, ce qui fait que, bah, ah d'accord, lui, là, il va me faire un tir, mais moi, je sais que mon attaque va passer, donc je laisse mon attaque. Bon, c'est ultra simple. J'ai roulé sur des combats un peu à outrance. J'aurais pas dû le faire, mais par contre, ça m'a permis d'aller au bout de la première campagne sans être, comment on va dire ça, sans m'ennuyer. Et après coup, pour avoir simulé un combat normal, je me suis dit, mais c'est moi qui me suis monté le bourrichon parce que en aucun cas il y a un aspect punitif dans le combat. Il est vraiment très très bien pensé, surtout que sur notre piste de personnage, lorsque l'on va commencer à perdre de la santé ou de la vigueur par rapport à nos actions, voire même notre curseur en magie qui va baisser, on a moyen de se soigner, on a moyen d'avoir des équipements qui vont nous faire remonter les pistes. Donc c'est une prise de risque sur les combats qui est parfaitement huilée. Ça, c'est extrêmement plaisant. Ça fait bien plaisir. Et ça m'a amené à un point supplémentaire. Déjà, de me dire, mais tiens, ce serait pas un petit peu beaucoup inspiré de Tented Grail? Bah, ils ont bien fait. Ils ont eu bien fait parce que au final, ils l'ont rendu beaucoup plus fluide et intelligent. Ce que je reprochais à Tented Grail, et c'est ce qui m'a fait en grande partie arrêter pour l'instant d'y jouer, c'est que les combats, avec le système de cartes à devoir placer pour enchaîner une succession d'actions, c'est chiant, c'est mou, c'est pas impliquant. Et à l'inverse, grâce à Skyrim, je me suis dit, mais pour Tented Grail, j'ai peut-être moyen d'aller modifier l'aspect combat pour le faire à la sauce Skyrim. Merci Skyrim de m'ouvrir une porte comme ça. Alors je dis pas que je vais faire ça dans les semaines qui viennent, mais je l'ai en tête et ça peut être quand même sympa. À noter d'ailleurs, tant que j'y pense, que la suite de Tented Grail, Ruin of Kings, je crois, nous amènera des règles modifiées. Donc si ça se trouve, les combats auront déjà été modifiés sans que j'aie à mettre le nez dedans à titre perso. Mais on verra. En tout cas, les combats, oui, qui sont un très 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 gros point sur ce type de jeu d'exploration et de progression, sont encore une fois très bien huilés. Et une mécanique de combat qui est bien pensée aussi, c'est le fait de, lorsque l'on va changer d'ennemi au cours d'une rencontre, eh bien, on va réinitialiser notre piste sur notre personnage. Si je vais dans une mine, dans une grotte pour affronter une série de 2 ennemis animaux, une fois que j'ai battu le premier, donc une série d'animaux, ça implique d'en mettre un, puis un deuxième. On sait qu'on va avoir un ragnard et un vasar. Dès que le ragnard est mort, hop, on passe sur notre plateau personnage et on récupère notre vigueur, on récupère notre magie. Par contre, si on a été blessé en santé, ça reste à ce point-là.
Ce qui permet de rechoisir nos actions spécifiques normalement pour faire notre second combat. Là encore une fois, c'est bien pensé et ça reste extrêmement fluide. Bravo pour les combats. Un autre très bon point pour moi, c'est la prise de niveau. Alors la prise de niveau, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle se fait par palier en fait. Quand on dévoile là, et d'ailleurs quand on commence une session, un scénario, on sait que pour atteindre notre première compétence, il va falloir 7 points d'expérience, ensuite 8, 9, 10, et puis on progresse comme ça. Et c'est vraiment bien foutu parce que à chaque fois qu'on va chercher une compétence, bah on a un choix. On a un choix de est-ce que je vais être plutôt bourrin avec les compétences en rouge, donc accès combat, parade, armement, ou est-ce que je vais aller plutôt sur de l'éloquence, de l'alchimie, du crochetage, de la furtivité? Et ces paliers-là sont vraiment super à franchir. En plus, ça ne s'arrête pas seulement au fait d'avoir rempli nos 8 compétences de base, mais on peut passer après aux compétences légendaires. On retourne notre compétence et on voit qu'on a des bonus en plus. Alors, il aurait été bien, tiens, tant que je le dis, d'avoir un fond un peu différent. Pourquoi un peu? Non, un fond carrément différent entre la compétence de base et la compétence avancée. Bon, avec l'habitude, on sait que, mais, ça aurait été pas mal pour se dire, ah ouais, ça y est, j'ai une, deux, trois compétences légendaires et on continue. Donc la prise de niveau, vraiment excellente, symbolisée par les points d'expérience, là. Recto verso, là j'ai un point, là j'en ai trois. Alors attention, parce que les numérotations sont un peu bâtardes. Là le 3 on le voit, mais il faut faire gaffe lorsque on pose. Pareil pour les septimes. Ah les septimes, ça transparaît un peu mieux quand même, hein. Là on sait qu'on en a 5, là on sait qu'on en a un. Là où je me suis souvent planté dans le feu de l'action, c'est d'aller chercher des plantes au lieu des septimes et inversement. Vous voyez, la couleur est très proche, même grosseur de jetons. Ça, c'était pas exceptionnel. Mais en tout cas, cette prise de niveau, vraiment très très bien pensée. Tiens, attends, on va rester sur notre plateau personnage parce que ce que j'ai trouvé très bon aussi, et il y en a une chier, une tripotée, ce sont les statuts que l'on peut avoir au fil de notre progression de joueur. Là, on a une zone sur notre plateau avec deux symboles statuts, enfin deux emplacements statuts, sauf qu'on n'est pas limité. On peut vraiment, là, vous voyez, là, à la fin de ma première campagne, j'ai fini avec 5 statuts. On n'est vraiment pas limité, on peut très vite se retrouver à en avoir beaucoup plus, et c'est super bien pensé ça. Et il y en a tout ça. Un gros, gros, gros paquet. Donc c'est plaisant. Alors, ils ont prévu un gros paquet parce qu'il faut bien penser qu'à 4 joueurs, on a vite fait d'en accumuler énormément autour de la table en fait, hein. Et les statuts sont pas cons. Ils donnent de vrais bonus. C'est pas de la merdaille, hein. Par exemple, quand on pioche une rencontre dans une forteresse, on pioche 2 cartes, on en choisit une. C'est très immersif. Les statuts restent vraiment très très immersifs. Une chose que j'ai trouvé excellent, ah mais oui, le système où on va améliorer nos cartes équipement. De base, j'ai une robe d'expert. Ok, c'est une carte de trésor avancé. Et ben ma robe d'expert, je peux. Alors là, je ne pouvais pas l'améliorer, je pouvais l'enchanter. Et on va placer comme ça l'enchantement au-dessus de la carte de notre équipement. Alors moi, j'ai opté pour le principe du trombone pour que ça tienne et que ça prenne pas trop de place sur mon plateau. Si j'améliore une arme, par exemple, je peux à la fois l'enchanter, je peux à la fois l'améliorer. Donc on a aussi un paquet de cartes assez conséquent
d'enchantement ou d'amélioration. Et là où c'est malin, et c'est la première fois que je vois ça, alors je ne sais pas si ça a été repris d'autres jeux, il y a des chances, mais c'est le fait de se dire, pour une seule amélioration, je choisis ou bien de mettre sur la droite de la carte, ça va me donner plus 2 en dégâts, ou alors au bas de mon arme pour me donner un autre bonus, ou encore j'enchante mon arme et je place la carte en haut. Et c'est vraiment cool. Vraiment très très bien, parce qu'on compose notre équipement vraiment aux petits oignons. Bien souvent, c'est imposé. Si on me dit j'améliore l'espadon des draps, bah, je vais aller chercher une autre carte et hop, directement, ça, j'ai pas le choix. On sait que ça va me donner plus 2 en dégâts. Alors que là, sur un seul équipement, on a 3 choix on fait ce qu'on veut. Immersif, encore une fois. L'avant-dernier point que j'ai trouvé très bon, c'était les explorations de donjons qui étaient bien fichues. Ah ben oui, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec cet enchaînement de combats. D'une part, alors attendez, je reviens sur la cam principale, voilà la carte de donjon par exemple. Euh, une chose, les défis de donjon sont pas très longs. En solo, c'est pas gênant, on peut en enchaîner autant qu'on veut. Par contre, à plusieurs, si on doit attendre qu'un joueur ait fini son exploration de donjon avant de pouvoir faire son tour, ça aurait pu vraiment patiner. Alors que là, non. 2 rencontres, 3 au maximum. En plus, ça peut être coopératif pour aller visiter un donjon. Donc, on implique plus de joueurs. Et une dernière chose, pendant qu'un joueur joue son personnage, un des autres membres autour de la table peut simuler les jets pour les monstres. Donc ça, c'est bien foutu. Et non seulement c'est pas trop long, mais en plus, une chose qui est bien pensée, c'est que les récompenses sont vraiment sympas. Là, on a la récompense générale, à un joueur la première case, 2 joueurs 2 cases, 3 joueurs 4 joueurs. Vraiment bien foutu. Et c'est à ne pas négliger. Au début, je me disais, j'ai pas envie de perdre mon temps dans les donjons parce que je vais en prendre plein la gueule. Ben non. Alors déjà, j'en ai pas pris plein la gueule avec mon système de petits grugeurs là sur les combats, mais on n'en prend pas plein la gueule, même en mode de règles classiques. Mais en plus, ça a un vrai intérêt, c'est d'aller récupérer ces paliers de récompenses qui sont pour le coup bien foutus. Tiens, tant que je vous ai les humanoïdes, avec un grand Z, euh, les ennemis ont un niveau. Ça, c'est un grand classique. Mais ça va du niveau 1 au niveau 7. Et ça, mécaniquement, c'est pareil. On a un très bon dosage qui fait que, au fur et à mesure que l'on va progresser sur notre plateau de personnage, on va éliminer des monstres de niveau inférieur parce que la rencontre n'aura aucun intérêt et on n'aura pas de challenge. Mais même avec ça, les auteurs confondent bien souvent challenge et punition pour les joueurs. Là, on reste sur du challenge. À aucun moment je me suis dit putain, ça me gonfle, encore un jeu trop punitif. Il y en a marre. Pas du tout. Très très bon point. Est-ce que j'ai noté un dernier très très bon point? Ah oui, en général, mon capitaine, une fois de plus, le livre de règles et le livre tuto, bien foutu, bien traduit. Je n'ai pas buté sur une règle en particulier. Je l'ai trouvé très clair. Alors, ce que j'ai vu passer en vidéo, c'est que justement, il n'était pas si clair que ça. Je veux bien avoir une grande habitude de ce type de lecture pour ce type de jeu. Donc, il y a peut-être des choses où le cerveau va percuter tout de suite. Est-ce que c'est une question d'habitude ou est-ce que c'est parce qu'il est vraiment bien fichu? J'ai envie de dire qu'il est quand même vraiment bien fichu. Il n'y a qu'une fois où j'ai dit, mais là, ils sont teubés. C'était pour un terme sur une carte, le terme remettre, qui a fait que on l'a trouvé nulle part. Là, j'ai eu beau chercher, non.
Non, 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 il n'y a pas le terme remettre. C'est la seule chose, mais sinon, encore une fois, le tutoriel, il est bien écrit, il est très progressif, pas de souci. Et le livre de règles, il est très bien fait. Une chose un petit peu moins bien faite, tiens, tant que j'y suis, ce serait dans le livret de scénario, ça manque de, ça manque de plus. On va vraiment à l'essentiel. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça fera l'objet d'un point d'ailleurs dans la rubrique dommage dans laquelle on va aller tout de suite. On y va tout de suite. Alors, ce que j'ai trouvé dommage en termes de clarté sur le plateau de jeu, c'est ce qui va dissocier les différentes châtelleries de Skyrim. C'est-à-dire qu'on a une limite avec une frontière, c'est pas lisible. En gris, ce sont les chemins qui mènent d'un point à un autre, et puis en bleu ou les autres couleurs un peu plus palotes, là, c'est ce qui va délimiter chaque région. Ça, c'est pas lisible, surtout quand on commence à avoir des cartes par-ci par-là, des pions, des choses sur la carte. Ça marque un temps d'arrêt, c'est un petit peu chiant. Après, je sais pas comment ils auraient pu faire. Si, dans le choix de couleurs, peut-être quelque chose d'un peu plus impactant. Des lignes, non pas les doubler, mais peut-être une ligne orangée ou rouge pour vraiment, au premier coup d'œil, scinder les différentes régions. C'est dommageable, c'est pas non plus catastrophique. Je me suis noté qu'il eût été bon d'avoir des cartes de héros un peu plus grandes, parce qu'on reste sur le même format de cartes que les rencontres. Et pour nous immerger un peu plus, avoir un format de carte, je pense à la limite, au moins format tarot, ou alors carrément comme dans Descente, Légende des Ténèbres, où on a vraiment un format qui fait, on est plus sur la largeur de la main. Pareil en hauteur, c'est plus immersif. Et honnêtement, par rapport au plateau par joueur qui prend déjà pas mal de place, ça aurait pas eu un impact vraiment supplémentaire, hein. Donc, allez, un petit regret sur cette carte-là. Et on est vraiment dans ma rubrique dommage, hein, c'est pas non plus monumental. Ensuite, papap, tant que j'y pense, en termes de mécanique, là, quand on joue solo, on place une carte de personnage tête bêche et un tour sur deux, on va pas piocher d'événements. Quand on est sur le personnage neutre, en quelque sorte, on ne pioche pas d'événements. Quand on revient sur notre propre héros, là, on va prendre une carte événement. Et ça, c'est bien parce qu'encore une fois, on ne subit pas le jeu. On a une temporisation en solo qui est vraiment la bienvenue. Alors pour le coup, je me dis que quand on est à ne serait-ce que 2 joueurs, systématiquement, on va avoir un événement à chaque tour. C'est peut-être là où le jeu devient un petit peu plus difficile, mais en même temps, il y a 2 joueurs sur le terrain pour pouvoir gérer les quêtes et pallier aux menaces. Donc ça, c'était un point de règle très très bon. J'en reviens à ma rubrique dommage avec euh, un petit peu trop, non, j'allais dire un petit peu trop de cartes. Non, c'est l'inverse. Pas suffisamment de cartes. Sur l'ensemble, hein, des cartes rencontres en nature, des rencontres cartes en forteresse, ça aurait mérité ne serait-ce qu'une dizaine de plus. Alors, je le dis parce que, vu que c'est un jeu dans lequel on a envie d'y revenir, moi en tout cas, c'est ce que ça a provoqué chez moi au fil des parties, on se dit, oui, mais rapidement, je vais en faire le tour. Et en solo encore, ça a été soft. Et à 2 ou 3 joueurs, quand on enchaîne les parties, tout le monde très rapidement va avoir connaissance de toutes les cartes. Donc un peu plus, la dizaine ça aurait été sympa, et puis ne serait-ce que 3-4 cartes supplémentaires pour les différents ennemis, pour permettre encore une fois d'avoir plus de choix, de rencontres. Alors, en le disant, je m'aperçois et en voyant les visuels que est-ce que nous avions autant d'ennemis différents que ça dans Skyrim? C'est peut-être pas sûr. Exact.
ils ont peut-être repris l'intégralité du bestiaire de nos rencontres du jeu vidéo, ce qui fait que on a ce qu'il faut. Ça, c'est fort possible. Après, là, c'est bien dommage. On n'a pas d'histoire, pas de fluff, pas de background, que ce soit dans le livre de règles ou dans la campagne livrée de scénario. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le jeu Skyrim, ben bon, c'est quoi le Talmor? C'est quoi la confrérie noire? Et c'est quoi un Jarl? Vous voyez, déjà, il y a 3 mots-clés là qui pourraient être importants si les joueurs veulent en savoir plus quand même, sans avoir à aller dans, je sais pas, un site spécialisé sur Skyrim qui va nous en apprendre vraiment, mais un livret à part ou rajouter, allez, ne serait-ce que 5 pages supplémentaires, 5 pages, recto verso, bon, où ça va nous donner plus de contexte, plus de, en quelques lignes, des spécificités des différentes châtelleries, par exemple. Et puis, comme je le disais, hein, c'est quoi le Talmor? C'est quoi la confrérie noire? Parce que ça, ce sont des mots qui apparaissent au fur et à mesure de nos aventures quand on va chercher telle et telle carte. Mais c'est pas impliquant. Est-ce qu'on s'en fout à la limite? Bon, on nous dit que y a le Talmor qui arrive, bah d'accord, c'est bien, on est content. Mais est-ce que c'est des gros cons? Est-ce que ce sont des semi-gros cons? Est-ce qu'on a envie de les aider ou pas? Ça manque. C'est vraiment dommage. Pour moi, qui ai joué à Skyrim de nombreuses heures, mais il y a très longtemps, j'ai même buggé en me disant, mais c'était qui eux? Pourquoi? À quel moment et à quelle heure? Bon, je suis passé dessus. Mais au final, c'est un des regrets quand même. Maintenant, je vais nous aborder le chapitre pas bon. Pas bon qui a tendance, ouais, mais a eu tendance à m'agacer quand j'ai vu passer la règle dans une vidéo. Quand on va chez un marchand, il y a la règle qui dit je vais dépenser une pièce d'or pour uniquement voir la première carte de son paquet, de ce qu'il va vendre. D'ailleurs, c'est pas ces paquets-là, hein, ce sont ces paquets-là. Alors encore une fois, là, on a plusieurs cartes que l'on va pouvoir acheter. Armure légère, armure lourde ou des composants particuliers, arc de chasse, bref. Et la règle dit que je dois payer pour voir la première carte du gars. Ça, c'est anti-immersif pour moi. Donc, j'ai viré cette règle-là, puisqu'on a toute cette latitude quand même, hein, une fois qu'on a acheté notre exemplaire, parce que je trouve pas ça roleplay. Et ça n'a pas eu d'impact, c'est pas parce que j'ai une pièce d'or de plus pour aller faire un achat qui a un impact. Donc ça, c'était une règle vraiment pourrie. Une règle qui est bonne, par contre, tiens, en le disant, que je n'avais pas noté, c'est que les prix sont bien pensés sur les articles. Parfois, on se dit, oh ouais, non, mais c'est abusé, jamais je ne vais pouvoir m'acheter cet objet. Là, j'ai senti qu'il y avait un très bon équilibre entre le gain par rapport aux quêtes et ce que l'on allait pouvoir dépenser. La revente, on revend au prix qui est indiqué, on divise pas par 2, on arrondit au supérieur, ça j'aime pas ça. Mais c'est très personnel, hein. Mais là, si je vends mon espadon d'acier 6, je le rachète 6. Et c'est pas déconnant parce qu'à plusieurs endroits en cours de partie, on a moyen de dépenser quand même pas mal de pièces, mais l'équilibre au final reste bien pensé. Est-ce qu'il y avait une autre règle pas bonne? Alors c'est pas une règle, c'est lié au nom des personnages que l'on rencontre. Ah, ok. Et ça, c'est tiré du jeu vidéo, hein. Je me rappelle que avec les potes, on rigolait, on se foutait de la gueule de Skyrim parce que les noms tarabiscotés, imprononçables des PNJ, c'est vraiment chiant parce que ça vous coupe dans votre lecture d'une carte qui va vous dire que Ola Vasgarson, et là c'est très soft, Ola Vasgarson vous donne quelque chose.
Aliané. Ok. Ah, sans déconner. Molb Ogdra. Hmm. Yazis Gulapok. Olaria Serral. Là encore, ça glisse tout seul. Sérine Fichard. Bon, j'ai un peu l'habitude. Ah, celui-là. Jani. C'est chiant. Davida Alvire. Glossic Chalès. Bon, on le prononce un peu à la va-vite, ça dénature le jeu. Ça, c'est pas bon, mais je peux rien dire, c'est juste un point que je soulève. Vu que c'est tiré du jeu vidéo et que dans le jeu vidéo, bah, c'était comme ça, au moins, ils ont conservé cet aspect tel quel, ce qui n'est pas déconnant. Qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas été bon par contre? Et là, c'est, je pense, une erreur de conception. C'est qu'on n'a pas de glossaire qui vont nous permettre d'aller sur les mots importants, surtout pendant nos phases d'apprentissage en cours de jeu, où parfois on est obligé quand même de faire 3-4 fois, après avoir fait le tutoriel, 2 fois, on aime bien se lancer dans le premier chapitre de la première aventure. Enfin, la première aventure de la première campagne, et ce que je fais généralement, c'est que je le rejoue, 1 fois, 2 fois, 3 fois, histoire de commencer à bien maîtriser les règles, autant que faire se peut, Friedrich, en tout cas. Et le fait de ne pas avoir de glossaire, seulement ça, la table des matières, c'est pénible parce que, alors, mot important, vente par exemple. On a un glossaire, vente, page 31, bim, on y va direct et on cherche ce qui nous intéresse. Blessure critique, hop, c'est à quel endroit? Page 35, ok, on y va direct. Alors que là, on a en tête la structure du bouquin et on est obligé de dire, alors c'était où? Non, c'est pas... Ah, ça devait être avant l'exploration. Règles spéciales, les dégâts, les actions des ennemis, combat. Alors si on est dans le combat, ça veut dire que les blessures, ça va être après. Ça, dégâts, infliger des dégâts. Dégâts subis par les joueurs. Voilà, on y est. Oh putain, ça casse le rythme du jeu, c'est chiant. Faites un glossaire. FFG a eu cette idée, mais depuis des années, c'est pas déconnant et continuez de prendre exemple sur eux. C'est très très utile. Après, on peut se dire, mais oui, mais si les joueurs ils aiment bien le jeu, bah ils vont prendre la peine d'eux. Ouais, sauf que il y en a tellement de jeux et on a envie de passer de l'un à l'autre. Euh, Vous allez avoir des gens qui vont se dire, oh non, mais c'est trop chiant en fait. Bon, allez, je passe à autre chose. C'est dommage. Maintenant, le chapitre sur la difficulté. Dans l'ensemble, je l'ai déjà évoqué, c'est super bien dosé. Et moi, ça me fait bien plaisir parce que je n'ai pas subi. C'est progressif. Les choix sont bel et bien là pour être suffisamment immersifs et puis nous inciter à, sans se dire mais non, mais là c'est mort, j'aurai jamais le temps. C'est pas comme le mauvais calibrage avec Ciné Tempore par exemple, où très rapidement au cours des scénarios de la campagne que j'avais fait en vidéo d'ailleurs, à plusieurs reprises j'ai dit mais non, mais là clairement on voit que ça n'a pas été testé. On voit que c'est trop punitif, ça. On peut pas le cacher, messieurs les créateurs. Alors qu'avec Skyrim, systématiquement, non, on avance, on ne subit pas, c'est cool. Alors ce qui va nous amener à l'avant-dernier chapitre de cet avis, la rejouabilité. Cette rejouabilité qui, au fil des années, je m'aperçois que ça devient un point très relatif de nos jeux de société parce que notre esprit de surconsommation fait que s'il n'est pas rejouable, je m'en fous, je le vire de la ludothèque, je le revends. S'il est rejouable, c'est super, mais est-ce que j'aurais à ce point-là envie d'y revenir? Vous voyez, la rejouabilité, elle est de plus en plus amoindrie, je pense, à moins d'être un féru et quelqu'un de très carré à la limite, de se dire
j'ai un jeu, c'est le jeu de mon trimestre, je vais le poncer dans tous les sens, et là, ça vaut le coup de s'intéresser à la rejouabilité. Pour Skyrim, oui, il est quand même rejouable, pas à outrance, et ça rejoint le baratin que j'avais lu sur la boîte quand on a fait le déballage. Il nous avait mis, alors de mémoire, c'était une rejouabilité infinie, quelque chose comme ça. Non, ça c'est du foutage de gueule. Parce que quand on a fait les deux campagnes, qui je le rappelle ne comportent que 2 campagnes, avec seulement 3 scénarios. Donc quand on a fait une première fois les 2 campagnes avec un personnage, ok, on a envie d'y retourner en se disant, la première fois j'étais plutôt bourrin corps à corps, tiens cette fois-ci je vais la jouer infiltration, ou je vais la jouer magicien. Bon, allez, on a envie, on y retourne. Ça nous permet d'avoir des choix différents, mais attention, je vous rappelle qu'on n'a pas tant de cartes que ça pour nos rencontres. C'est une rejouabilité qui est correcte. On ne va pas oublier qu'on a un mode ouvert, où là, on ne s'attache pas à un scénario en particulier, on part d'un point et on se balade à droite, à gauche. À la limite, en se fixant un objectif, dès que j'aurai 50 septimes, j'arrête. Ou bien dès que j'aurai visité, je sais pas, moi tiens d'ailleurs, en objectif, dès que j'aurai fait, qu'est-ce qui peut être marrant? Tiens, dès que j'aurai fait un achat dans chaque forteresse, il y a une douzaine de forteresses, oh non, j'exagère, il y en a une dizaine. Dès que j'aurai fait un achat dans chaque forteresse, hop, j'arrête le mode monde ouvert. Ou dès que j'aurai éliminé toutes les créatures, qu'est-ce que tu fous là, toi? Dès que j'aurai éliminé toutes les créatures animales du jeu, hop, j'arrête. Bref, ça fait penser à Gloomhaven où on va piocher les carrières. Voilà, c'est ça. Et là, c'était vachement bien ça dans Gloomhaven. Bon, le monde ouvert, pour en revenir à lui, ça permet d'avoir cette rejouabilité, mais toute relative. Donc non, rejouabilité infinie. Attention à ce que l'on écrit quand même, mais elle n'est pas déconnante. La rejouabilité, franchement, n'est pas déconnante, et j'avais un petit peu peur de ça. D'autant plus que avec les 2 extensions, si elles sont traduites en français, on aura encore plus de rejouabilité. On va passer à Mein Verdict. Honnêtement, je n'avais aucune attente sur Skyrim, dans le sens où, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était de toute façon un achat de bourrin. J'y ai joué, j'aime bien la licence, hop, j'achète, terminé. Mais quel que soit le prix, hein, c'est vraiment l'achat teubé, en fait. Donc, j'avais pas d'attente. Achat de licence, on y va. Nom de Dieu que je ne suis pas déçu. Mais il est bien. Ça veut dire qu'il va rester un moment dans la ludothèque. Je ne dis pas que dans 3 ans, j'aurai conservé Skyrim. Et je ne dis pas que j'aurai acheté des extensions en VF. Mais je vais avoir plaisir à le voir sur les étagères. J'ai l'envie d'aller sur la campagne numéro 2 en vidéo. Je ne m'avance pas là-dessus parce que les vacances approchent, il va y avoir coupure. On se calme Friedrich, mais c'est dans le bas-ventre, vous voyez, ça titille. Il y a les petits papillons qui disent mais qu'est-ce qui se passe après la campagne 1? Donc je me garde quand même cette option. Euh, au pire, bah, je le revendrai, mais encore une fois, il est à moi. C'est mon exemplaire. Je suis très très content de l'avoir acheté. Et donc pour le coup, c'est une très très bonne surprise. Je vais surveiller les extensions si oui ou non elles sortent en VF. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Tant que j'y pense, il y a un point que j'ai pas évoqué qui était dans le dommage d'ailleurs quand j'ai noté les différents points pour la vidéo. Sachant que mon fonctionnement, c'est au fur et à mesure que je joue, je me note des choses. Et avant de faire la vidéo, généralement, il s'écoule 5-6 jours, si ce n'est plus. Je ne relis pas mon mémo,
Mais j'avais en tête, ah bah oui, mais c'est ça, en le voyant. Les jetons des monstres errants là, ils sont vraiment très petits, ça c'est dommage. J'étais parti à acheter la boîte de monstres. Elle a été en rupture. J'ai pas investi dedans, je regrette pas. Faut se calmer sur les achats trop compulsifs, hein. C'est pas trop gênant de ne pas avoir les autres figurines parce que bon, on a les monstres errants, on le reprend, on lit ce que c'est. Mais il y a un point qui est très malin, c'est d'avoir recto verso. En fonction du numéro 368 ou 367, on va aller chercher la carte qui correspond et on va pas avoir les mêmes valeurs de monstres. Il y en a un qui sera plus fort que l'autre. Ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Mais sinon, dommage qu'il soit si petit. Ça aurait mérité le double. À la limite, ouais, voilà, un visuel comme ça de monstre errant avec cette grosseur, ça aurait été vraiment très top. Top du top. Bon, allez, on va stopper là sur cet avis qui, vous l'avez compris, est vraiment, vraiment positif sur Skyrim, le jeu d'aventure. Comme d'hab, hein, si vous êtes passé par là, que vous l'avez ou que vraiment vous vous êtes dit mais c'est de la bouse ce jeu-là, encore un jeu facile à faire parce que c'est une licence, bah dites-le dans les commentaires et puis voilà, on aura fait le tour. Je vous laisse ici, aventurier de bord de ciel. Je vous remercie pour vos implications et vos retours et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.